Bonjour, c'est Jamie. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour partager avec vous une petite réflexion qui me vient à l'esprit même. Euh, nous allons parler aujourd'hui du choix entre la politique, l'économique et le social. Que choisir entre la politique, l'économique et le social? Comment choisir? En fait, c'est un thème qui est dans la droite ligne de ce que nous avons eu à aborder la dernière fois. C'est un sujet que j'aurais pu traiter euh, bien avant les deux premières vidéos. Mais tant qu'on y est, c'est pas trop tard. Donc, le contenu de cette vidéo est un avis personnel. J'espère que cela vous convaincra. Donc, chers amis, quel choix faire entre la politique, l'économique et le social? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter un constat. Je ne sais pas si vous avez eu à le remarquer aussi. Un constat en rapport avec l'ascension sociale et euh, le niveau des diplômes. Chers amis, avez-vous remarqué par exemple que le système éducatif est formé d'ingénieurs, de docteurs à la tête, suivi de managers avec des MBA, de bachelors, et ensuite de personnes qui ont des formations en sciences politiques, et en bas de l'échelle des personnes sans formation. C'est exactement comme ça que se présente le système éducatif. Mais en fait, dans l'ascension sociale, qui est-ce qui dirige? On remarque que les ingénieurs qui sont à la tête de la pyramide, les ingénieurs docteurs qui sont à la tête de la pyramide, sont dirigés par des managers qui ont un diplôme de MBA, de bachelor. Et ces derniers qui ont un diplôme de MBA, de bachelor, sont dirigés par des politiciens. Et, et tous ensemble, tous ces trois niveaux de compétences sont dirigés par des personnes sans études qui deviennent, je dirais, des prophètes. Et tout cet ensemble les suit. Donc, au fait, je dirais que euh, euh, la tendance s'inverse. Euh, euh, En termes de diplôme, les ingénieurs sont, et les docteurs sont à la tête, mais en termes d'impact, en termes d'influence dans la société, euh, des personnes sans diplôme se retrouvent à la tête, donc la tendance s'inverse. Et cela crée, je dirais, cela crée, euh, je sais pas, c'est peut-être choquant pour ceux qui sont les diplômés. Est-ce que cette situation les conforte? Euh, non, je ne pense pas que c'est en vain que on accepte d'étudier pendant 7 ans, pendant 5 ans pour un diplôme de docteur ou d'ingénieur et de se voir dirigé par quelqu'un qui est sans études. Donc voilà, c'est choquant à première vue. Donc, chers amis, chers ingénieurs, chers docteurs, euh, euh, une telle chose vous conforte? Voulez-vous rester dans une telle situation? Non, peut-être. Non. Je ne sais pas si ce constat est de l'ordre établi ou cela devrait amener à changer les choses. Euh, de toute façon, il est incontestable que les uns et les autres, nous avons notre place dans la société, nous avons un rôle à jouer. Euh, il conviendrait que chacun trouve le moyen de jouer ce rôle de telle sorte que qu'il puisse mettre à contribution ses connaissances pour influencer le plus grandement de gens possible. Donc je ne suis pas là pour m'opposer contre, je sais pas, cet ordre constaté, je ne sais pas si cet ordre va de soi, mais il est certain que le niveau de diplôme ne détermine pas la réussite d'un individu. Je pense que cet exemple ne fait que confirmer cela. Ce qui est disputable ici, c'est peut-être comment, euh, à partir de son niveau de diplôme élevé, influencer, apporter quelque chose de considérable à sa société, à sa communauté, euh, à son continent, de telle sorte que, euh, euh, par rapport aux gens, ceux qui ont moins de diplôme, qu'on soit à la tête et que ces derniers soient suiveurs. Comment rétablir la tendance, comment changer les choses. Et je pense que cela revient à chacun de nous de repenser son rôle dans la société.
Cela revient à chacun de nous de repenser son rôle dans la société. Être ingénieur, être docteur n'est peut-être pas la fin du monde, ce n'est pas un rôle en soi. Il faudra que tout un chacun trouve le moyen de pouvoir contribuer euh, euh, à l'émancipation, au développement de la société, en dehors de sa propre formation. Parce que on se rend compte, s'exclure de ce qui est en dehors de sa formation nous amène à nous concentrer uniquement sur cette dernière et à ne pas vivre autre chose, à ne pas vivre d'autres passions qu'on pourrait partager à d'autres personnes. Donc voilà l'état de la chose. Des personnes sans études qui dirigent les politiciens, les managers avec des bachelors, des MBA, en plus des ingénieurs, des docteurs. Et sur ce constat que je voudrais lancer euh, la thématique d'aujourd'hui, comment choisir entre le social, l'économique et la politique. Quel devrait être le choix de tout un chacun parmi ces trois thématiques. Euh, Personnellement, je pense que ces trois thématiques euh, peuvent être analysées euh, de deux façons possibles. La première, la première façon, c'est de considérer le social, l'économique et la politique dans un ordre, je dirais, dans une relation verticale. Dans une relation verticale, plaçant le social en haut, l'économique ensuite et la politique en dernier lieu. Donc, à ce niveau, on pourrait penser, ou plutôt j'affirme, que tout individu qui aspire à la politique devrait se démarquer, devrait se manifester, devrait monter une capacité d'influence au niveau du social, reconnu par tous. Ensuite, il pourrait passer à l'économique, montrer sa capacité d'entreprise, sa capacité de création de valeur ajoutée. Et après avoir montré ses compétences au niveau économique, il pourrait penser à la politique. Donc la politique serait en quelque sorte l'aboutissement euh, euh, de tout homme qui a réussi dans la vie, je dirais. Pourquoi une telle hiérarchisation? Pourquoi un tel choix? Tout d'abord, il faudrait insister sur l'importance des différentes composantes de cette hiérarchisation verticale. Qu'est-ce que nous apporte le social? Qu'est-ce que le social? Le social, c'est c'est la capacité d'un individu à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs problèmes, à comprendre leurs difficultés, à pouvoir les aider euh, euh, en s'inspirant de sa formation, en s'inspirant de son vécu, en s'inspirant de son environnement tout simplement. Pouvoir se mettre à la place des autres, euh, être empathique et trouver des solutions pour les aider. Donc voilà, euh, c'est un élément extrêmement important parce que on y apprend beaucoup de choses, on y gagne beaucoup de choses, notamment dans les associations qui se développent. Les jeunes devraient aller apprendre dans les associations, les jeunes devraient aller s'ancrer dans différentes thématiques qu'abordent les associations qui ont des œuvres sociales. Parce que c'est très important de pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est très important de pouvoir proposer des solutions à l'autre. Parce que qu'est-ce que cela vous apporte? Ça vous apporte d'abord euh, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un élément très important, c'est un élément capital pour, pour entamer, pour entamer des projets plus, euh, qui ont un enjeu plus grand, pour amorcer des, des objectifs qui ont un enjeu plus grand. Donc, le social, le milieu associatif vous apporte la confiance en soi, euh, le plaisir de pouvoir servir autrui, le, euh, euh, la capacité d'aller de défi en défi, euh, de relever de nouveaux défis, des défis encore plus grands. En gros, vous en ressortez avec une expérience inoubliable, une joie d'avoir servi les autres. Vous en ressortez avec
une confiance inaltérable. C'est très important de commencer à ce niveau. C'est très important. Ça met en relief le côté humain qui est en vous. Ça, euh, ça vous permet de découvrir, je dirais, ce côté humaniste qu'on a tous en nous, dans notre petit cœur, euh, qui, qui nous laisse croire parfois qu'il est un bloc de pierre maintenant. Nous éprouvons tous euh, euh, le malheur d'autrui. Nous, nous sommes tous capables de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses difficultés, de lui trouver des solutions et ainsi on est épanoui, on est heureux. C'est là l'importance même du social. C'est pour cela même que j'en appelle à tout un chacun de trouver le moyen de pouvoir servir une cause associative, de, de trouver le moyen de pouvoir euh, s'intégrer dans une association, apprendre, découvrir, euh, faire plein de choses. Voilà, c'est bénéfique pour soi, pour la confiance en soi, pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux projets. Donc, ce point de départ est important, ce point de départ est capital si vous voulez aller plus loin. Donc, dès que vous avez à ce niveau acquis, euh, je dirais la confiance, acquis, euh, je sais pas, un certain nombre de, de fondamentaux, vous pouvez vous lancer dans l'économique. L'économique, c'est le milieu où le cœur est moins parlant, c'est le milieu où les sentiments sont moins parlants. C'est un peu une bataille où ce n'est pas non plus la jungle, mais c'est pour dire l'enjeu est plus fort à ce niveau et il vous faut, de par votre expérience que vous avez acquis à l'étape précédente dans le social, vous pouvez mieux vous distinguer de par votre expérience, vous pouvez mieux comprendre le marché, mieux comprendre le besoin des autres pour les servir, pour, pour rentabiliser, je dirais, ce qui manque, ce dont a besoin la société, pour rentabiliser, pour trouver une solution rentable à ce besoin qui manque. Donc, le social vous, euh, vous, vous modèle, le social vous, vous donne des éléments pour réussir dans l'économie. Donc, après cette première étape, vous êtes dans l'économique, vous êtes porteur de projet, vous réfléchissez sur ce projet. Euh, Ce projet est peut-être important pour changer le vécu d'une population, pour changer le vécu des personnes défavorisées, pour changer le vécu euh, euh, des gens de votre communauté. Alors, vous apportez des solutions efficaces, des solutions qui seraient capables de payer selon les moyens. Voilà, voilà. Donc, dès que vous avez su montrer votre capacité, dès que vous avez su montrer votre, votre fougue, votre, euh, euh, votre, votre valeur ajoutée, votre potentiel au niveau de l'économique, là, vous pouvez prétendre à d'autres responsabilités qui sont de l'ordre de la politique. Mais généralement, je dirais que ce serait pratiquement vers, je sais pas, la, la quarantaine, je sais pas. On a tous peut-être en nous des graines d'envie de servir notre pays sur le plan politique. Mais je me suis toujours dit, la politique ne devrait pas être un premier choix pour les gens brillants. La politique ne devrait pas être quelque chose de spontané. Euh, Et d'ailleurs, les gens brillants sont la plupart du temps en entreprise. Donc, en fait, je pense que votre capacité à mieux gérer, peut-être que cela n'est pas établi scientifiquement, mais je pense que vous traversez ces deux premières étapes avant de mieux vous, avant de mieux réussir votre carrière politique. Cela n'est pas établi, je suis d'accord là-dessus, mais en fait, c'est quoi? Tant que vous n'êtes passé par ces deux premières étapes précédentes, imaginez vous apparaissez du coup en politique, vous avez de nouvelles idées, vous avez de bonnes idées, voilà. Mais en fait, vous n'avez pas un pouvoir, je dirais,
en termes financiers. Euh, donc voilà, vous êtes là sur le coup de projecteur d'hommes d'affaires riches. Vous êtes du coup sous l'influence de personnes riches qui, euh, qui, qui, qui vous amènent à faire des concessions, qui vous amènent à prendre des décisions qui sont pas en accord avec votre déontologie politique. Donc en quelque sorte, vous n'êtes pas libre malgré que vous avez des idées, malgré que vous avez les meilleures idées possibles pour faire avancer votre pays, votre communauté. Vous n'êtes pas libre parce que vous n'avez pas pris par les deux étapes précédentes. Vous n'avez pas su démontrer votre capacité à éprouver de l'empathie, à aider les gens de votre communauté. Vous n'avez pas su montrer votre capacité à créer de la valeur pour les gens de votre communauté. Et du coup, vous apparaissez en politique comme ça, sur toutes les lieux. Voilà, vous devenez la proie, je dirais, des hommes d'affaires. Vous devenez la proie de ceux qui ont déjà réussi économiquement. Donc, pour éviter cela, il est plus confortable de passer par les deux premières étapes, de montrer sa capacité à servir sa communauté, à servir dans le social, de montrer votre capacité à créer de la valeur. Vous ne serez peut-être pas le plus riche homme d'affaires, mais du point de vue de l'argent, vous ne serez pas, je dirais, euh, très corruptible. Et je suis désolé, c'est le cas dans la plupart, hein, je dirais, des pays africains où on sait que la politique, pas seulement africain, mais on sait que la politique est un jeu de concession, de lobby. Le président n'est pas entièrement libre de ses décisions. Ces décisions sont, sont prises euh, euh, en fonction, je sais pas, des besoins, des volontés des hommes d'affaires riches. Je suis d'accord, l'économique, le social et la politique, nous ont tous collaboré. Mais en fait, je veux que le président, je veux que l'homme d'État, je veux que le président ait une certaine autonomie. C'est vrai, il a une autonomie euh, euh, que lui confère la loi, mais en réalité, les choses ne sont pas ainsi. Il est facilement corruptible. Donc, il faudrait qu'il démontre sa capacité euh, à être sociable, à être empathique, à créer de la valeur. Dès qu'il a su créer de la valeur, il comprend en même temps le besoin des hommes d'affaires, il comprend en même temps le besoin de la société, et de ce fait, il est averti, et ça s'investit pleinement. Il est moins corruptible, il est moins, il est moins euh, 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 appâté par l'intérêt financier, et il s'inscrit dans la droite ligne de sa vision sans pour autant décliner, sans pour autant céder face à des propositions. C'est ainsi que moi je vois un chef d'État. C'est ainsi que moi je vois un homme d'État qui ne subit pas le dictat des hommes d'affaires. Un chef d'État qui prend bien sûr en compte leurs opinions, leurs idées, mais qui ne subit, qui ne cède pas sur la part du cœur effacé. Donc moi je voudrais que tous les jeunes qui s'inscrivent, qui aspirent à des politiciens, puissent passer par ces deux étapes primordiales parce que, en fin de compte, si vous passez par cette étape, si vous arrivez du coup en politique, c'est que vous avez eu un mentor qui vous a poussé directement sur la scène et là des concessions sont en jeu, là des accords sont en jeu et cela devient compliqué, très compliqué à gérer. Votre vision n'est plus libre de pouvoir se concrétiser. Euh, vous devez à des gens, vous avez signé des accords, vous devez, euh, vous avez un dû, donc vous devez rendre, même si cela n'est pas en accord avec vos opinions, vos idées, votre vision. Donc en quelque sorte, vous marchandez le pouvoir. Vous marchandez le pouvoir. Donc en fin de compte, on se demande, est-ce votre vision que vous voulez appliquer ou plutôt vous cherchez le pouvoir? Plutôt vous cherchez le pouvoir. C'est que vous cherchez le pouvoir, d'accord, pour utiliser tous les moyens possibles. Mais si vous voulez accomplir votre vision, si vous voulez contribuer au développement de votre pays, je pense que vous devez participer au social, vous démontrer votre capacité à mettre en œuvre une œuvre sociale, vous devez montrer votre capacité à créer de la valeur dans votre communauté, pour que ce soit bénéfique pour tous. Et de ces deux expériences, vous pouvez passer à la politique sans pour autant être assujetti euh, à une politique de droite, de gauche, de centre. C'est vrai. Euh, euh, pour d'autres, la politique doit être spontanée. Euh,
Mais n'empêche que vous avez la graine en vous, n'empêche que vous avez la vision en vous, juste que vous avez pris un chemin euh, euh, qui vous prépare à devenir quelqu'un de responsable, euh, d'indépendant dans l'accomplissement plutôt de votre vision. euh. Donc en quelque sorte, ce cheminement vous évite en quelque sorte de subir le dictat des hommes riches, des hommes d'affaires. Cela vous empêche de ne pas être corruptible à tout bout de champ, de ne pas subir la part de gain. Parce que c'est des éléments qui vous empêchent d'accomplir votre vision. Nous avons vu des personnes qui, qui avaient un plan, qui avaient une vision, qui, qui était beau, qui était très bien fait, c'était attirant. Ça suscitait l'envie de voter, oui. Mais quand ils sont venus au pouvoir, on a vu les résultats, c'est décevant, c'est choquant. Faudrait pas les en vouloir. Il faut comprendre qu'ils étaient face à des contraintes. Ils ont dû faire des concessions pour arriver au pouvoir. Et ça rend la chose plus compliquée. Donc alors, chez jeunes, vous avez peut-être une vision politique, mais commencez bas. Ou plutôt, je dirais, commencez haut par le social. Ensuite, passez à l'économie. Et la politique s'ouvrira aisément à vous. La politique s'ouvrira aisément à vous. Donc, le deuxième type de relation qu'il peut y avoir entre le social, l'économique et la politique, c'est une relation horizontale, contrairement à la précédente, qui est une relation verticale. Alors, qu'est-ce que cette relation horizontale nous permet de comprendre? Cette relation horizontale nous permet de comprendre que l'économique, le social et la politique devraient collaborer ensemble. Ces trois éléments devraient former un ensemble équilibré pour un État démocratique, pour un État moderne. De nos jours, il ne suffit pas de voter, il ne suffit pas de donner la possibilité aux gens de voter pour déclarer, c'est mon avis, qu'un État démocratique. Je pense qu'un État démocratique doit pouvoir mettre en jeu le social, l'économique et le politique. Ces trois éléments doivent constituer un ensemble équilibré pour permettre à tout un chacun de s'épanouir dans la société et de vivre heureux. Donc le droit de vote en lui-même ne fait pas d'un État un État démocratique. Comme on le sait en Afrique, le droit de vote, c'est ce qu'il est. Hein. Les uns, les gens connaissent mon avis là-dessus. Euh, donner le droit de vote à des gens qui ne sont pas instruits, à des gens qui ne sont pas responsables. Je ne sais pas si cela rime à la démocratie, mais de mon avis personnel, je crois qu'un État démocratique doit pouvoir euh, faire converger le social, l'économique et le politique de façon équilibrée pour que les uns et les autres y trouvent leur compte, pour que les uns et les autres vivent heureux. Donc, voilà, c'est mon avis sur le sujet. C'est mon avis sur le sujet. Il faudrait que ces trois éléments contribuent ensemble à créer une société égalitaire, à créer une société moderne. Et d'ailleurs, euh, il y a parmi les hommes d'État, les politiciens que j'admire le plus, euh, il y a Abraham Lincoln, un homme extrêmement éloquent, avec, je dirais, une touche humoristique assez spéciale. Un homme que j'admire parce que euh, il a été d'un courage, je vais dire, inhumain. Il a été d'un courage plutôt euh, admirable. Euh, Quelqu'un qui, qui a été aux élections à 8 reprises. Je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire qu'il avait une vision, cela veut dire qu'il devait implémenter sa vision, cela veut dire qu'il devait accomplir sa vision. Et l'une des choses qui le distingue le plus, ce n'est pas seulement son courage, sa détermination à aller aux élections 8 fois, à échouer 2 fois, à faire faillite dans ses entreprises, dans ses affaires. Ce qui m'épate chez cet homme, c'est, c'est,
c'est le sentiment, c'est l'esprit social qu'il habite en lui. Et je crois que cela est dû au fait qu'il soit issu d'une famille pauvre, qu'il soit issu d'un milieu moins aisé. C'est en cela même qu'on voit l'importance du social. C'est en cela même qu'on voit l'importance du social. Il est issu d'un milieu pauvre, donc ça veut dire que le social est plus proche. Il connaît la réalité des gens. Il a su, peut-être dans sa jeunesse, aider les gens à sa façon. Ensuite, il est passé à l'économie. Il a, il a, c'est vrai, ses affaires ont échoué, mais c'est quelqu'un d'averti. Il a appris beaucoup de choses et sa détermination l'a conduit au pouvoir euh, en 1863, si je ne me trompe pas. En 1863, si je ne me trompe pas. Et à ce moment même, hmm, il a mis en application sa vision. Il a trouvé les moyens d'implémenter sa vision euh, malgré que les États-Unis étaient en guerre de sécession. Il a su trouver comment consolider l'union dans le pays. Il a su trouver comment euh, consolider les Américains autour d'une seule vision, seul d'un peuple solidaire et fort. Il a su, euh, euh, je dirais, effacer euh, euh, la ségrégation qui existait. Il a su, de par une ruse, je dirais, peut-être peu recommandable, il a su trouver les moyens et de façon efficace faire abolir l'esclavage en 1865. Et j'avoue, cela a été une très grande lutte. J'avoue, cela n'a pas été facile, mais il avait cela à cœur. Il avait cela à cœur parce que euh, il y avait ce côté social en lui. Ce côté social en lui parce qu'il était issu d'un milieu peu aisé. Il avait en même temps en lui, euh, je dirais, il avait ce chapeau, ce costume d'entrepreneur. euh, il avait en lui en même temps la carrure d'un politicien. Donc les trois éléments se retrouvent en l'homme et il a accompli quelque chose de formidable malgré que sa fin ne soit pas, ne soit pas glorieuse. Mais c'est un homme que j'admire personnellement qui a su combiner ces trois éléments et réussi sa carrière de politicien. Donc, parmi que j'admire, il n'est certainement pas le seul. Vous le savez déjà, il y a Martin Luther King, il y a euh, Nelson Mandela, euh, euh, qui, qui a été également d'un courage remarquable. Donc voilà, je voudrais, cher ami, tant que vous avez une vision politique, euh, que vous mettez à contribution euh, euh, l'axe vertical que je vous propose, de passer du social à l'économique, et de l'économique au politique. Si vous n'avez pas d'ambition économique, restez au social, vous apportez un bien-être aux gens. L'important est que vous en soyez heureux, l'important est que vous soyez ravis de ce que vous faites. Et si vous n'avez pas envie de vous arrêter au social partiel économique, et si cela vous dit, euh, passer, euh, cela vous dit passer aux politiques. Donc voilà, voilà mon avis sur le sujet. Euh, D'autres leaders également m'inspirent. Gandhi, qui, 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 je dirais, a su libérer euh, l'Inde de la domination britannique. Dans, je sais pas, avec une stratégie de non-violence. C'était un leader spirituel en quelque sorte. C'était un leader spirituel euh, d'un tempérament calme, mais qui a su trouver le moyen de libérer son peuple. Donc voilà, voilà, moi je veux des jeunes leaders. Moi j'encourage tout le monde dans sa vision,
dans l'espérance que ce monde soit meilleur et que l'avenir de l'Afrique, surtout que l'avenir de l'Afrique dépend de nous, la nouvelle génération, la jeune génération. Je vois que tout un chacun, vous réfléchissez, vous entamez, vous faites le cheminement, vous passez par l'as vertical pour accomplir votre rêve. Et je voudrais aussi que si un jour vous arrivez au pouvoir, vous prenez en compte l'as horizontal qui est un tout pour consolider une démocratie, consolider un état de paix, un état de bonheur, de bien-être. Alors je vous encourage et soyez les leaders de demain, soyez les grands leaders de demain, parce que l'Afrique compte sur vous, nous comptons sur vous pour que ce continent soit meilleur, pour que le monde profite de vos expériences, de votre je dirais, pureté d'esprit, de votre, de votre savoir-faire et donnez-nous de croire, permettez-nous de croire que la politique, c'est aussi pour les gens brillants. Je vous encourage, moi personnellement, la politique, ça ne me dit pas, mais je vous encourage euh, à accomplir votre vision. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-même, à nous faire croire que la politique, c'est encore possible pour les gens brillants. Allez, bon courage. Je vous remercie, c'était mon message pour ce matin. Merci.